tout le monde. Aujourd'hui, donc, deuxième partie de ce grand document, le travail du pianiste. Nous allons parler psychologie cognitive. Nous allons mettre ce domaine au service de l'apprentissage musical, notamment avec les niveaux de traitement. On va parler de la mémoire, des points d'appui, de la constitution de cette mémoire d'ailleurs, avec ces 3 niveaux, et du rôle, je finirai avec le rôle des émotions. Donc dans ce paragraphe, je vais m'intéresser à l'aspect cérébral, au mécanisme du cerveau, lors de la pratique d'un instrument. Comment l'information est-elle transmise? C'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Et donc par quel procédé peut-on améliorer cette mémorisation d'une partition? Donc aujourd'hui, il y a une mémoire, un niveau de traitement et émotion. Alors donc tout d'abord les points d'appui. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes et j'en parle énormément aussi pendant mes cours parce que c'est quelque chose qui est essentiel. Il faut déjà bien le comprendre et il faut réussir à stimuler vraiment le cerveau en conséquence pour créer de plus en plus de points d'appui. On appelle ça dans notre tête de base de données. L'apprentissage musical d'un élève, autant d'ailleurs que les méthodes pédagogiques que nous pouvons utiliser, eh bien, repose beaucoup sur l'appui de ressources imaginaires et de moyens analogiques. Moi, c'est comme ça en tout cas que je fonctionne depuis toujours. Et j'associe en quelque sorte mon texte musical, je me détache immédiatement et tout de suite j'imagine peut-être, je sais pas, des scènes, des personnages, de la littérature, de la poésie, que sais-je. Notre imagination n'a pas de limite, bien sûr. Peinture, oui, je l'ai déjà dit, mais bon, on peut assimiler vraiment le texte de manière très différente, pas seulement par le nom des notes, ce qui est une erreur d'ailleurs. On peut faire ça totalement différemment, de façon analogique, et c'est bien plus enrichissant, bien plus intéressant. Et donc les points d'appui représentent une base de données dans notre cerveau. Ce sont en réalité des compétences déjà acquises, des connaissances, ça peut être aussi du savoir-faire, du savoir-être. Il y a énormément de choses que l'on stocke dans notre tête indépendamment de la musique, des aptitudes physiques, également des aptitudes psychologiques. En gros, toute expérience sensorielle, toute expérience vécue, même ressentie ou encore imaginée, tout élément de notre histoire, tout apport culturel, toute interaction que l'on peut avoir également avec le monde extérieur représente ce qu'on appelle un point d'appui dans notre esprit et il va se servir, on va s'en servir en fait sous la forme d'une représentation mentale. On retrouve encore ce terme très présent, du moins pour moi dans mon fonctionnement et dans mon enseignement. Cette histoire de représentation mentale qui va enrichir notre éducation musicale. Tous ces points d'appui sont à la fois culturels, intellectuels, mais surtout extra-musicaux. Et j'insiste toujours là-dessus dans toutes mes vidéos et dans tous mes cours, les masterclass que je peux donner. C'est-à-dire que n'oublions surtout pas que la plus grande source d'inspiration pour notre musique, elle n'est pas musicale, elle est extra-musicale. C'est tout ce que l'on fait dans la vie de tous les jours, toutes les expériences, les sensations que l'on peut avoir, toute la dose d'émotion que l'on a. C'est tout ça, en fait, si vous voulez, qui va se traduire musicalement et qui va faire que l'on va réussir à traduire le texte musical en émotion. Il faut bien le comprendre, c'est très important. Donc toutes ces connaissances acquises antérieurement conditionnent notre vision de la musique, notre perception, notre vision des choses, des notes, du texte musical, et également cela peut conditionner notre comportement, bien sûr, nos réactions, nos actions. Ces points d'appui participent donc pleinement à la mémoire, car l'on apprend toujours à partir de cette base de données. Et oui, le cerveau raisonne toujours par association, il faut le savoir. Donc on va s'intéresser maintenant aux 3 niveaux de traitement. Pour l'apprentissage d'une œuvre musicale, alors une fois que le déchiffrage de la partition est effectué, bien sûr, d'accord. Donc c'est là qu'on entame la psychologie cognitive, parce que le traitement des données finalement relève directement de ce domaine et nous en apprend pas mal. Donc nous avons 3 niveaux de traitement de l'information par le cerveau, qui d'ailleurs, entre parenthèses, sont étroitement liés aux 3 niveaux de mémoire, qui interagissent en permanence. Et c'est ce dont on va parler justement, les 3 niveaux de traitement de l'information, ou ce qui constitue la mémoire en réalité. Là, le fondement même de la mémoire. Donc nous avons ces 3 niveaux qui sont: le premier, c'est le niveau sensoriel, qui relève de l'inconscient.
Alors c'est ce qu'on appelle aussi la mémoire immédiate, hein, elle est très éphémère, inférieure à une seconde, hein, d'accord. Ça passe par la stimulation des organes sensoriels. Ensuite, nous avons comme deuxième niveau de traitement, alors j'ai appelé ça le contact avec le clavier, parce que bon, nous sommes pianistes, hein, n'est-ce pas? On aurait pu appeler ça tout à fait différemment, mais on va dire que donc ça correspond à la mémoire à court terme, la mémoire de travail. Et là, pour le coup, ce niveau est associé à la conscience et à l'intérêt que l'on porte à une information qui nous est donnée. Et enfin, le dernier niveau de traitement, c'est la mémoire à long terme, bien sûr. Là, c'est parfaitement conscient. On verra donc la notion d'intérêt, la pertinence, la répétition. Bon, alors tout d'abord, le premier niveau, donc, le niveau sensoriel. Donc, les sensations. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les premières expériences que l'on a d'une stimulation. Et c'est elle qui joue le rôle le plus important pour tout même, j'allais dire. Bon, voilà, on est sur le cas donc de l'apprentissage d'une partition, hein, bien sûr. Elle constitue en un sens l'un des points de départ du processus lié à notre mémoire, puisque c'est le tout premier niveau. S'il est sauté, rien ne se fait, bien entendu. Donc, du coup, ces sensations que l'on peut très bien avoir, pas qu'avec une expérience musicale, mais avec n'importe quel type d'expérience artistique, n'importe quel type d'expérience vécue avec le monde, en interagissant, pardon, en interaction, pardon, avec le monde extérieur, n'importe quel type d'expérience que l'on peut vivre lorsque l'on va à un concert, lorsque l'on écoute un discours, bref, d'accord, ces expériences-là sont hyper importantes parce que les premières réactions, ce sont les sensations. Et ces sensations, c'est la base de tout le processus de notre mémoire. Notre contact avec le monde extérieur s'effectue par l'intermédiaire de structures nerveuses spécifiques que l'on appelle justement les récepteurs sensoriels. Et donc les données qui sont fournies par nos sens, hein, n'est-ce pas, représentent le fondement de notre connaissance. Voilà, c'est la chose la plus importante, c'est le point de départ de notre mémoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important de stimuler, même chez les enfants, par exemple. Il faut absolument éveiller leur sens, et même en même temps. C'est une chose qui est très importante aussi. L'accumulation, la superposition des veilles de sens ensemble favorise la constitution de la mémoire. Il faut le savoir, c'est quelque chose qui est très important, je trouve, il faut le dire. Il faut guider les enfants dans ce sens-là. Nous recevons donc des stimuli de notre environnement et de notre propre corps également, bien sûr, et nous allons capter ces informations. Alors le système sensoriel somatique, lui, il va recevoir et traiter ces signaux qui proviennent, donc, on l'a dit, de la surface de notre corps, mais aussi de tissus plus profonds. Il va collecter toutes ces informations qui proviennent donc de notre corps, je viens de le dire, il va les conduire vers ce qu'on appelle le système nerveux central. Ces messages-là, ces messages sensitifs, on appelle ça, ils arrivent maintenant au niveau du cerveau, qui va recevoir donc tous les stimuli qui sont perçus par les organes sensoriels. Et donc, là, tout ça, ça relève encore de l'inconscient, bien sûr. Et donc cet inconscient, et en fait, il se trouve qu'il est stocké dans de nombreuses zones de notre cerveau. Entre parenthèses d'ailleurs, comme notre conscience, hein, qui elle-même est stockée dans de nombreuses zones de notre cerveau, ce qui engendre énormément d'interactions entre ces deux phénomènes, le conscient et l'inconscient. Restons pour l'instant donc sur l'inconscient qui est stocké dans notre cerveau, et lui, il va décider ou non de retenir tous ces stimuli qui sont arrivés au niveau du cerveau. Donc si l'inconscient réagit, l'information va être stockée dans la mémoire immédiate. Voilà. C'est ce fameux niveau de traitement sensoriel. Et donc des messages nouveaux vont être générés et échangés. À ce moment-là, donc le cerveau renvoie une réponse, un ordre à exécuter. Donc tout de même, le niveau sensoriel, c'est vraiment le niveau à développer le plus chez nos enfants, chez nos élèves, chez tous les apprenants, de manière générale. Et encore une fois, cela fait appel à des points d'appui, ce sont des qualités extra-musicales que l'on peut développer n'importe où et n'importe quand. Le tout étant d'être ouvert d'esprit, de raisonner par analogie, par comparaison, et en essayant toujours de sortir du cadre du piano. Donc le deuxième niveau de traitement, que j'ai appelé ça le contact avec le clavier, bien sûr, étant pianiste. Donc l'information, cette fois, on va considérer qu'elle attire notre attention. Donc là, elle va passer dans la mémoire de travail. Le cerveau va la traiter. Le système nerveux central va analyser, il va reconnaître cette information
et il va interpréter ces messages qui sont envoyés. Les informations les plus pertinentes entreront dans la mémoire à court terme, ce qu'on appelle la mémoire de travail, d'accord. Là aussi, donc c'est une mémoire qui a une durée très très limitée, n'est-ce pas? Si les informations transmises au cerveau sont nouvelles, alors que va-t-il faire? Il va créer un circuit neuronal, mais il va s'appuyer sur d'autres informations déjà existantes. Parce que, comme toujours, le cerveau raisonne par association, très souvent, on va dire, très souvent. Donc la mémoire de travail fonctionne elle-même par association d'idées. Alors, elle est également éphémère, son espace de stockage est limité, on l'a dit. Cette mémoire à court terme, donc, de ce fait, elle va choisir de conserver uniquement certains éléments vers la mémoire à long terme, et les autres disparaîtront. Alors pourquoi le contact avec le clavier? Bon, parce que par la peau, par les doigts, c'est encore un autre sens, bien sûr. Donc c'est une phase importante à ce niveau-là, car elle va faire naître de nouvelles sensations qui elles-mêmes aussi vont être exploitées. En plus des autres organes sensoriels, nous avons maintenant les doigts, la peau. Et donc cette mémoire tactile, on pourrait dire digitale, apparaît. Elle dépend en musique donc de la mémoire visuelle et auditive. Les trois, c'est toujours comme ça, les trois interagissent, il faut le savoir. Les trois formes de mémoire sont en interaction permanente. Il n'est pas possible de les hiérarchiser, cela marche toujours ensemble. Donc, c'est grâce au contact avec le clavier que les stimulations sensorielles apparaissent cette fois sous la forme de représentations conscientes, qui sont traduites par le geste instrumental. Ça rejoint encore une idée évoquée dans d'autres vidéos précédentes, comme quoi il faut vraiment que les élèves essayent, il faut oser faire un geste et savoir le changer X fois pour envoyer beaucoup de signaux en fait à notre cerveau, afin qu'il puisse réagir positivement et reconnaître ce message comme centre d'intérêt. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Le corps envoie un message. Donc les doigts font partie aussi pleinement du processus de mémorisation. Donc c'est très important ça. Le message donc est envoyé au cerveau, les muscles transmettent des informations au système nerveux et nous font accéder à la conscience de notre corps. Un exemple simple pour vous prouver l'importance du développement de la mémoire tactile chez un élève. C'est le suivant, c'est une expérience que moi je fais assez souvent avec les élèves, c'est très très intéressant. Vous lui demandez de mémoriser une partition sans la jouer. Ah, alors là, ça va devenir intéressant parce que il dispose quand même encore de deux sens. Et en plus, qui sont notamment la vue, surtout la vue et l'audition, en fait, ce sont deux sens essentiels, mais surtout la vue. La vue, il faut savoir, sauf chez les déficients visuels ou les non-voyants, bien sûr, mais non, pour tous les autres, la vue, c'est le sens principal, c'est le sens qui domine même, il faut le savoir aussi dans le développement psychique des enfants. C'est la vue, le premier sens, n'est-ce pas? Et l'audition, donc, est très importante, surtout, bien sûr, pour les musiciens, elle est importante au niveau musical, surtout en plus dans ce cas précis, parce qu'elle permet de se représenter mentalement les notes de musique, elle se permet de se les chanter intérieurement, puisqu'on ne peut pas les jouer, c'est un exercice où on supprime vraiment le sens tactile. Alors c'est un excellent exercice, et ce que je constate quand même avec les élèves, c'est qu'ils éprouvent énormément de difficultés, ils ont énormément de mal lors de l'exécution de cet exercice, parce que justement, c'est la bière de preuve que comment dire, le toucher est indispensable, la gestuelle, l'analyse de ce toucher. Alors tout ça, on le détaillera plus loin dans d'autres vidéos avec les différentes interactions entre les sensations tactiles, la vue, l'audition et les effets sonores qui en découlent, qui sont obtenus. Donc, enfin, le troisième niveau de traitement, c'est la mémoire à long terme, bien sûr. Là, cette fois, ça y est, l'information, elle est confrontée à notre conscience et à notre expérience du monde. N'est-ce pas? D'où, je le répète X fois, l'intérêt d'être ouvert d'esprit et d'avoir énormément de points d'appui dans son cerveau. Là, cette fois, c'est l'hippocampe qui s'en charge et qui va déterminer le sens et la pertinence de l'information. Donc, l'intention musicale, par exemple, liée
à cette information transmise, elle doit être cohérente avec l'objectif artistique. C'est quelque chose d'important parce que, on le répète encore une fois, le cerveau marche toujours par association. Et donc, l'association de ce nouvel élément avec des connaissances antérieures prend tout son sens, car cela favorise l'assimilation de nouvelles données transmises. Si cette information correspond à notre vision du monde, et si elle a un intérêt à être retenue, alors elle s'inscrira dans la mémoire à long terme. C'est aussi simple que ça. Il faut que ce soit reconnu comme un centre d'intérêt pour le cerveau. Cette mémoire, contrairement à ce que l'on a dit avant avec le premier niveau, hein, qui était la mémoire immédiate, le niveau sensoriel, ou encore le deuxième niveau qui correspondait à la mémoire de stockage, hein, la mémoire de travail. Cette fois, cette mémoire-là, la mémoire à long terme, elle est illimitée. Donc ça, c'est aussi un fait intéressant. Donc la preuve que l'on peut stocker énormément de choses. Elle contient d'ailleurs les traces de tous les éléments significatifs de notre existence, on peut dire. Hein. Nos aptitudes, nos savoirs, tout ce que l'on a appris et que l'on a bien voulu retenir, car c'est toujours pareil, le cerveau est sélectif et il raisonne par centre d'intérêt. Et donc, à chaque fois que le cerveau retrouve la même information, qu'est-ce qu'il fait? Il réactive le circuit neuronal spécifique. Donc, et là, évidemment, cela marche par répétition. En fait, il faut que la mémoire à long terme fonctionne par répétition, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le processus de consolidation, hein, de renforcement. Il s'effectue pendant les phases de repos, il faut bien le savoir. Donc, on ne le dira jamais assez, mais dormir participe au développement de la mémoire. C'est bien vrai, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la période de sommeil, a priori, c'est la nuit, hein, normalement. Hein, bon, correspond au tri des informations encodées pendant la journée. On peut dire donc qu'il y a un rythme biologique. Ça paraît évident, mais bon, c'est quand même bon de le rappeler, hein, tout de même. Ça participe aussi à l'assimilation donc des informations et au processus de mémorisation. Il y a un rythme biologique, hein, que nous devons de respecter pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Donc la mémorisation, on peut dire qu'elle résulte des interactions entre ces trois niveaux, hein, et elle s'effectue donc en trois étapes, hein, ce qu'on appelle l'encodage, qui donne du sens à l'information et qui crée le souvenir. Il y a ce qu'on appelle le stockage, qui lui permet la conservation de cette information. Et enfin, il y a la récupération des données, qui consiste à aller rechercher l'information pour l'utiliser. Le cerveau mémorise ainsi. Et à chacun de ces trois niveaux, il y a des processus de mémorisation spécifiques qui interviennent. C'est un système assez complexe, hein, qui met en jeu différents facteurs. Voilà, bon, alors maintenant, on va se tourner un petit peu vers les émotions, tout ce qui relève du domaine de l'émotion. Parce que cela participe également au processus de mémorisation. Vous allez voir de quelle façon, c'est assez intéressant, je trouve. Le processus émotionnel, il est important parce que il faut vraiment le prendre en compte, il faut le considérer. C'est très important même pour la mise en place de processus méthodologiques avec nos élèves, pour avoir des méthodes adaptées. C'est très important. Pourquoi? Parce que en fait, il ordonne au cerveau d'enregistrer un événement. Il participe pleinement aussi, hein, à ce processus de mémorisation. Plus le degré d'émotivité d'une donnée transmise est élevé et donc reconnu, traité, hein, par le cerveau, eh bien plus rapide sera son assimilation. Voilà. Donc on peut dire que c'est un facteur d'accélération quand même, hein, de la mémoire. L'émotion amène une mémorisation plus rapide. Et ces émotions donc ont un rôle important à jouer dans le sens où elles peuvent faciliter chaque apprentissage. Alors là aussi, on peut se référer encore, hein, à tout ce que nous vivons extérieurement, hein, tous les événements que nous vivons, ils sont liés en fait à des fragments d'émotions, donc très important aussi, hein, d'inclure toujours un degré d'émotivité dans nos actions, dans nos découvertes, dans nos analogies, dans nos comparaisons, dans tout ce que vous voulez, hein, peu importe, mais en tout cas, ces fragments d'émotions, après, vont s'imprimer dans notre mémoire, vont imprimer les informations dans notre mémoire. Il est donc nécessaire d'intégrer les émotions dans notre processus d'apprentissage musical. Et avec nos élèves dans notre faculté, hein, de transmission, hein, bien sûr,
de donner à nos élèves, il est très important de mettre un certain degré d'émotion. Il faut réussir à capter nos élèves. Prenons aussi le cas des langues étrangères. C'est une expérience qui avait été réalisée il y a quelques années, qui me paraît assez intéressante. Vous allez voir le parallèle. C'est-à-dire que cela répond aux mêmes critères. Alors, bon, je parle bien d'une langue étrangère, hein, étrangère dans le sens où elle nous est complètement inconnue et très éloignée. Lorsqu'on décide d'apprendre donc une langue étrangère, une langue qui nous est totalement étrangère sur le plan auditif, sur le plan culturel. Euh, Prenons par exemple peut-être la langue chinoise, nous qui sommes français, on a des intonations, une manière de constituer notre langue qui n'a rien à voir vraiment avec la leur. Et donc là on constate une chose, c'est que l'usage d'images, de représentation mentale, de situations, de représentation basées sur l'émotion accélère énormément. Cela accélère grandement le processus de mémorisation parce que ce procédé, il apporte un côté humain à la connaissance. Et donc, il faut quand même pas oublier que la musique, c'est une activité sensorimotrice, mais une activité humaine. Et là, cela suscite en nous une multiplicité de diverses associations. Voilà, donc tout ça, c'était pour parler du processus émotionnel. Il est très important, pédagogiquement parlant. Je finirai juste avec ça en tant qu'enseignant, d'établir ce qu'on appelle une stratégie émotionnelle, c'est-à-dire d'arriver à intégrer une dimension émotionnelle adaptée à chaque élève. Il faut savoir que tous les élèves ont des profils différents. C'est normal d'ailleurs. On n'est pas tous pareils, on ne vient pas tous du milieu, on n'a pas tous les mêmes goûts. Hein, et donc il faut arriver à capter, à faire une analyse psychologique, une analyse émotionnelle aussi de ses élèves. Il faut réussir à capter son style d'émotion pour pouvoir s'y adapter, pour pouvoir concentrer son attention. Et là, en effet, l'apprentissage s'accélère drôlement afin de répondre à ses besoins. Et il ne faut surtout pas aller à contresens. Voilà pour aujourd'hui. Merci.